après il a quand même fallu s'intéresser à la Dordogne, sur le thème la rivière et les poissons migrateurs. Et la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est de me poser la question de savoir qui connaissait cette rivière. Et là, je me suis retrouvé par un hasard heureux dans une ferme, au cul d'une vache, avec un géant qui m'a demandé ce que je venais faire là. Pour lui, j'étais un technocrate, c'était certainement très vrai, et j'ai commencé à discuter avec lui sur sa vache qui n'allait pas très bien. Et puis, du statut de technocrate, quand j'ai commencé à parler de la rivière avec lui, je suis passé au statut de personne intéressée et de personne intéressante. Ce monsieur, il s'appelait Maurice Jardel, et il était pêcheur professionnel. Inutile de vous dire que ça a été le point d'entrée de toute la découverte de la Dordogne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à aller à la pêche avec eux, à la pêche aux engins et aux filets. Et en discutant avec ces gens-là, je me suis rendu compte qu'ils avaient une connaissance de la rivière qui était absolument fabuleuse. Ils savaient où habitait le poisson, quand il y habitait, où il allait, comment il se déplaçait et bien sûr comment le capturer. Ils savaient aussi d'ailleurs comment le manger. Et donc de fait, pendant plusieurs années, au lieu d'avoir une approche technocratique de la Dordogne, j'ai travaillé avec ces gens-là pour découvrir la rivière et pour découvrir ces gens-là aussi. Ça n'a pas été très simple parce que ça m'a valu quelques acrimonies. Vous savez, il y a deux catégories de pêcheurs. Il y a des pêcheurs professionnels et des pêcheurs à la ligne. Et les pêcheurs à la ligne en ont toujours voulu de travailler avec les pêcheurs professionnels, sauf que ces gens-là connaissaient réellement la rivière. Donc je leur ai demandé de me décrire la rivière. J'ai fait un peu comme vous, je suis allé les voir, j'ai fait des interviews, je suis allé pêcher avec eux, je suis allé sur l'eau avec eux, puis je notais tout. Je notais tout. Où est-ce qu'était le poisson, quand il se reproduisait, où est-ce qu'il se reproduisait. Et ça, pendant des années, j'ai fait ça, en cartographiant finalement tout ce que ces gens-là avaient à me raconter sur la rivière. Et puis, en discutant avec eux, je les ai aimés, ces gens-là. C'était des gens absolument d'un accueil fabuleux. En gros, ils m'ont transmis ce qu'ils savaient, on a partagé exactement ce qu'ils savaient. Et de fait, je me suis réapproprié leur point de vue. Mais j'étais quand même biologiste, j'étais scientifique. Et donc, de fait, je voulais quand même être certain que ce qu'ils me disaient était vrai. Alors à ce moment-là, je me suis dit, mais être au-dessus de l'eau, c'est bien. Mettre des engins dans l'eau, c'est bien. Mais aller voir dessous, c'est largement mieux. Et là, c'est là où j'ai commencé à découvrir la rivière en plongée. Et donc, j'ai fait ce qui n'avait jamais été fait sur un cours d'eau, c'est-à-dire une espèce de cartographie de la Dordogne, d'Argentat au bec d'Ambèze en plongée, et en cartographiant tout. Alors j'avais, de ce point de vue-là, deux aspects. J'avais ce que j'avais vu dessous, en cartographiant les fonds, la nature des fonds, en regardant où je voyais les poissons, et puis j'avais aussi ce que eux pensaient au-dessus. Et je me suis d'ailleurs rendu compte à ce moment-là que ce que je voyais dessous, ils me l'avaient d'ailleurs en grande partie décrit du dessus, mais eux l'avaient découvert d'une manière différente. C'est-à-dire quand ils avaient coincé leur filet dans une branche, c'est que la branche elle y était dessous. Alors moi je la voyais effectivement en plongée, mais je savais aussi que s'ils avaient posé leur filet là, c'est que les poissons ils étaient là. Donc j'ai travaillé avec ces gens-là et ils m'ont aidé. Ces gens-là m'ont aidé, m'ont appris en quelque sorte à découvrir la rivière d'une certaine manière. Alors j'ai appris de cette manière-là aussi à l'aimer cette rivière. Et donc ça a été tout le démarrage de ma culture de la Dordogne. Et puis je suis arrivé aussi en pleine période de conflit. Il y avait à l'époque des dragues sur la Dordogne. Il y a eu beaucoup d'extraction de granulats sur la Dordogne et il y avait énormément de conflits. Mais des conflits assez violents. Il y avait des dragues qui explosaient. Et il y avait une association qui s'appelait l'ASSAD, Association de sauvegarde pour l'avenir de la Dordogne. Et cette association, c'est elle qui au départ avait créé le laboratoire où je suis arrivé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'IBD. Et cette association, elle s'est mise à nous solliciter, à me solliciter et à m'utiliser d'une certaine manière. Parce que dans cette vallée-là, moi je vous ai dit que j'aimais les pêcheurs professionnels et j'ai appris à aimer la rivière avec eux. Mais il n'y a pas qu'avec eux.
tout ce mouvement associatif qui s'est développé pour arriver à sortir les dragues de la rivière, je me suis trouvé au milieu de tout ça. Et des fois, dans un petit village qui normalement avait 50 ou 60 habitants, quand ils faisaient une réunion, on se retrouvait à 200 ou à 300. Et moi, bien sûr, j'arrivais là-dedans et j'étais le biologiste qui allait apporter une certaine vérité. Vous parlez, j'étais débutant et j'amenais ce que les livres m'avaient appris, mais d'une certaine manière, je renforçais leur conviction à tous ces gens qui étaient passionnés de Dordogne, et puis je leur amenais des arguments technico-scientifiques du mieux que je pouvais, mais tout d'un coup, je me suis trouvé absorbé, je me suis trouvé, entre guillemets, assimilé, puisque j'amenais des arguments à leur combat. Le combat qui menait à coups d'explosifs, je vous l'ai dit, mais qui menait à coups de manifestation. Ils allaient par exemple offrir au préfet un galet de la Dordogne emballé en lui disant « Monsieur le préfet, si vous continuez comme ça, voilà le dernier galet qu'il y aura dans la Dordogne. » Et puis moi, j'étais jeune ingénieur et puis je me suis trouvé au milieu de tout ça. Et du coup, mon intégration dans la Dordogne, elle s'est faite comme ça. Elle s'est faite via ces mouvements associatifs pour sauver la rivière. Elle s'est faite via les pêcheurs professionnels qui m'ont appris à la connaître. Et elle s'est faite aussi, bien sûr, via le mandat que j'avais du ministère de l'Environnement de travailler sur la restauration du saumon. Et là, je me suis heurté donc aux extracteurs de gravier qui ne m'appréciaient pas beaucoup, puis je me suis heurté aussi à EDF qui avait des barrages que les poissons migrateurs n'arrivaient pas à franchir. Alors du coup, je me suis laissé embarquer, appelons ça comme ça. Je me suis imprégné progressivement, je me suis laissé embarquer, puis je me suis pris de passion, finalement à la fois pour le métier pour lequel j'avais été nommé là, c'est-à-dire restaurer les poissons migrateurs, mais aussi pour les gens qui se passionnaient complètement pour cette rivière et qui ont été complètement contagieux en ce qui me concerne. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon arrivée dans le décor. Je suis arrivé, c'était très chaud, c'était actif, c'était parfois explosif. J'ai rencontré des gens passionnants qui vivaient la rivière, c'était leur métier, qui la connaissaient d'une manière absolument fabuleuse. Fabuleuse, mais comment je pourrais dire ça avec beaucoup d'affection, en vous racontant une histoire. Je faisais cette cartographie, alors j'allais sur l'eau avec le pêcheur, on descendait la rivière et je lui demandais de me la raconter, cette rivière. Alors il me disait, là, il y a de la roche, là, il y a du galet, là, je ne vais pas te le dire tout de suite. Là, il me dit, tu vois, j'ai tué 3 canards. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre conversation? Et puis après, quand je le rencontrais, le pêcheur, ou quand on allait manger, il me disait, tu sais, là où je t'ai dit que j'avais tué 3 canards, eh bien en fait c'est une superbe frayère à brochet. Mais je ne voulais pas le dire parce que le mec qui était dans le bateau avec nous, je ne voulais pas qu'il le sache. C'est ça, rentrer dans la vie des gens. C'est arriver à ce qu'ils vous fassent confiance et à ce qu'ils aient envie de partager avec vous des savoirs que je qualifierais de savoirs intimes. Et tout ça, je l'ai noté. Alors je notais effectivement quand je descendais 3 canards, et puis après j'effaçais 3 canards, et puis je mettais frayère à brochet. Et bien sûr, on allait vérifier après, scientifiquement, en posant des nasses, en allant voir la période de reproduction des brochets en février, s'ils avaient bien pondu à cet endroit-là. Donc voilà, ça a été toute l'histoire de ma découverte de la Dordogne, et ce qui fait que j'ai été, entre guillemets, assimilé. On faisait des... Dans ces réunions pour la sauvegarde des dragues, il y avait aussi les mouvements occitans qui étaient là. Donc il y avait des conteurs, il y avait des chanteurs qui ont fait des chansons sur la Dordogne. Et moi je me suis trouvé au milieu de ce milieu-là, des mecs absolument passionnants, qui progressivement, je me suis trouvé intégré dans toutes les manifestations qu'ils faisaient. J'ai des souvenirs d'émissions de radio où quand on allait déverser des alevins de saumon, eh bien, le journaliste qui était un chanteur occitan, racontant la manière dont les saumons étaient déversés. C'est-à-dire, il racontait par exemple qu'on déversait les saumons et ils passaient de droite à gauche de votre poste. Et le mec décrivait la manière dont les jeunes saumons qu'on venait de mettre se déplaçaient dans la rivière. Et donc, c'était plus une ambiance, plus qu'un travail rationnel. Et c'est pour ça que j'ai du mal à séparer, dans la fonction que j'exerce aujourd'hui, entre guillemets, cette espèce de passion pour la rivière de mon propre métier, puisque aujourd'hui je suis directeur de l'établissement public Épidore,
qui regroupe tous les départements concernés par le bassin. Et bien sûr, je suis passé dans l'institutionnel. Avant, je travaillais pour le ministère de l'Environnement, mais je ne les voyais jamais. Mais je la vois comme au premier jour, c'est-à-dire je la vois comme quand j'allais à la pêche à l'épervier, parce que j'ai bien sûr appris à lancer l'épervier, j'ai appris à poser les filets, et je la vois pareil. Je la vois comme étant mon milieu de vie. Bon, je chasse le canard, mais il n'y a rien de plus beau, par exemple, que d'aller le matin tôt, quand il fait froid, c'est en ce moment la chasse au canard, quand il fait froid, que sur le fond de votre barque, on n'a pas le droit de mettre de moteur, donc on est à la rame, le fond de votre barque est gelé, et que vous allez, par temps de brouillard, essayer de faire lever des canards, mais tout d'un coup, vous voyez le soleil qui se lève, vous avez une falaise qui se découvre, le brouillard qui monte de la rivière, les canards qui s'envolent, vous avez traversé, il y a un héron qui est là, qui crie, vous avez un cygne qui fait un raffut pas possible quand il vous passe au-dessus de la tête. C'est ça la Dordogne, enfin du moins c'est la mienne, c'est celle que j'apprécie. Alors d'accord, on tue le canard, certes, mais on le mange aussi après, donc le plaisir est partagé. C'est ça la rivière telle que je l'aime, mais je l'aime aussi parce que je vais faire du ski au Mont d'Or, je l'aime aussi parce qu'on fait du canoë, bien sûr, l'été. Moi je nage dans cette rivière, je fous mes palmes, mon masque et mon tuba, et puis je la descends. Je continue à la voir de cette manière-là, on fait du canoë. On va sur l'estuaire, là où il y a le Mascaret, vous vous rendez compte? On peut faire du surf pratiquement, enfin on descend, moi je fais pas de surf, mais sur une planche. On descend on remonte la Dordogne avec les vagues, avec le Mascaret. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est quelque chose de génial. On a ici un club de plongée qui est à Saint-Céré. On fait de la plongée souterraine. C'est absolument magique. Il y en a qui vont au Mexique pour plonger dans des vasques. Là, on a toutes les rivières souterraines qui se jettent dans la Dordogne. Et franchement, c'est magique. Vous plongez dans un tunnel qui est comme la pièce, une eau cristalline, et on est bien. Et on est bien. Elle est un peu fraîche, d'accord, mais quelque part, avec l'équipement, ça va. Donc, il y a de tout, il y a tout, et puis il y a la convivialité qui est ici. Vous allez au restaurant du Pont, vous allez manger une friture de la Dordogne. Mais moi, j'ai emmené des Anglais manger ça, ils étaient scotchés. C'est-à-dire que c'est des gens, on leur fait partager ça. Je ne vous parle même pas des cèpes, je ne vous parle même pas de la truffe, je ne vous parle pas de tout ça. Mais il n'y a rien de mieux que de partager un cendre de la Dordogne. Il n'y a rien de mieux que tout ça. Vous allez un peu plus bas, ben ça y est, vous avez les pêcheurs de lamproie. Mais franchement, une lamproie cuisinée, quoi qu'il y ait débat là-dessus, je ne sais pas si je la préfère avec un carré de chocolat dedans, la lamproie, ou avec un sucre. Ça se discute, et ça donne lieu à des conflits majeurs. Mais néanmoins, une alose, quand vous l'avez mis en bocal et puis que vous la mangez froide, mais c'est fabuleux. Bon, on n'a plus le droit de les pêcher, du moins officiellement. C'est ça la Dordogne, c'est tout ça. Alors évidemment, il y a des châteaux partout, ça gâche un peu le paysage, mais quand même, je parle d'un paysage naturel, s'entend, hein. Mais on fait avec. Moi, tous les matins, quand je viens au boulot, je longe la rivière, je vois la Roque-Gajac avec les falaises. Je regarde où sont les canards que je vais aller chasser le week-end d'après. C'est ça le lien avec la rivière. Alors, effectivement, qu'il y ait des gens qui viennent bosser ici, c'est normal. Quand je vais à Paris, j'en suis malade parce que moi, je mets 7 minutes pour venir de chez moi en longeant la Dordogne, en voyant 3 châteaux, je ne sais plus où regarder. C'est ça la rivière. Combien de fois je me suis arrêté en venant travailler ici, mon bureau, vous l'avez vu, je traverse le pont. Et quand il y a du brouillard le matin, vous avez le brouillard sur la Dordogne, vous avez éventuellement un peu de brouillard au-dessus, et puis vous avez le château de Castelnau qui émerge de la brume avec un rayon de soleil. Un jour, comme ça, j'ai ma fille qui travaille à Lyon, je l'appelle, et je lui dis, je me suis arrêté tellement c'est beau, le château de Castelnau dans la brume. Et elle, qui avait certainement autre chose à penser et autre chose à faire, elle me dit, ah bon, c'est pour ça que tu m'appelles? Moi, j'étais heureux de partager ça avec elle.
visiblement, la réciproque n'est pas vraie. Et j'ai vécu la même chose, plus bas, parce que ça, c'est la rivière. Quand vous descendez dans les Palus vers la Gironde, un jour, je m'arrête sur le bord de l'autoroute, j'ai eu tort. Il y avait une cigogne. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, écoute, tu ne devineras jamais ce que je suis en train de regarder. Elle me dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, il y a une cigogne. Pour moi, une cigogne, c'est magique. On n'en voit pas matin, midi et soir. Franchement, ma cigogne, je pense qu'elle n'en avait rien à faire non plus. Ce qui fait que, d'échec en échec, comme ça, mais je persiste. C'est franchement, il y a des moments qui sont magiques comme ça. Et pour moi, c'est ça la rivière. Vous allez dire, c'est banal. Ben oui, c'est banal. C'est banal. Mais quand vous avez pris un casse-croûte au pied du Pandeuil, qui est la falaise là-bas, que vous vous êtes arrêté en plein milieu de la chasse au canard, que vous sortez le pâté de sanglier, que vous sortez 1 kilo de rouge, un peu de camembert et une banane, et puis vous êtes là, et puis c'est magique. D'accord, on rentre un peu tard après. Mais, quelque part, la rivière, c'est ça. Une rivière, c'est quand on la vit. Quand on a des visites, l'été, en général, ils viennent que l'été, mais quoique, eh bien, on les emmène sur la rivière. C'est la descente en canoë. Bon, s'ils sont un peu plus âgés, il y a encore des gabards qui les promènent un peu, ça c'est moins drôle. Mais le plus grand plaisir que je peux faire à des Parisiens quand ils viennent me voir, c'est d'aller à la chasse au canard. Alors on les habille, on leur met 3 cache-cols parce qu'il fait froid, mais c'est une expérience exceptionnelle. Donc c'est tout ça la rivière, c'est tout ça. Et du coup, tout ça la mienne, mais c'est aussi des débats avec les départements pour essayer d'obtenir des budgets, c'est aussi des combats pour faire des stations d'épuration qui marchent bien, c'est aussi s'intéresser à la qualité de baignade, c'est aussi lutter contre un industriel qui fait n'importe quoi, c'est aussi lutter des fois contre l'exploitation hydroélectrique où il y a des marnages qui rendent la fraie des poissons aléatoire. C'est-à-dire que c'est à la fois des combats permanents et puis des bonheurs quotidiens quand on joue avec la rivière. Et du coup, justement, vous étiez en train d'étudier justement par rapport au saumon. Hein. C'est ça. Et la place du saumon dans cette Dordogne, c'est quoi? Écoutez, là je vais être très, comment je pourrais dire, très sectaire, mais c'est pas grave. Moi de toute façon j'assume ça totalement. On a sur la Dordogne la plus vieille représentation d'un saumon sculpté, plus de 25 000 ans, dans la grotte du Poisson à côté des Aisies. Un saumon d'1,05 m, un mâle. Ça nous a d'ailleurs servi, ce saumon sculpté, que les Allemands avaient d'ailleurs failli voler. Autour de la sculpture, vous avez des trous partout, ils voulaient le décoller pour l'embarquer pendant la dernière guerre. Et c'est un mec qui l'a sauvé en les faisant sortir de la grotte. Donc le plus vieux saumon sculpté, c'est nous qui l'avons. On a retrouvé sur la base d'Ordogne, alors là j'étais assez fier parce que c'est moi qui l'ai retrouvé, le plus vieux contrat de louage. Vous savez, les contrats de louage, c'est un contrat qui était passé entre un seigneur ou un propriétaire de château et puis les ouvriers agricoles qui y avaient, où il était stipulé que selon les usages locaux et courants, il ne sera pas donné à manger plus de, je crois, c'était 4 ou 5 fois de saumon pendant les repas. Ce contrat de louage, tout le monde le cherche sur l'ensemble de la planète. Enfin, partout il y a du saumon, évidemment. Tout le monde en parle. Le seul qui a été retrouvé, c'est sur la base d'Ordogne. Alors, la place du saumon, pour moi, ça a été ma carrière, puisque ça a été mon premier job. Bon, c'est quand même une certaine importance. Vous qui allez chercher du travail, quand vous avez votre premier travail, en général, vous vous en souvenez. Et puis, quand je suis arrivé, il n'y en avait plus de saumon. Donc, on a commencé à aller chercher comment on pouvait le restaurer. Donc, il fallait faire des passes à poissons, ça c'était évident, mais il fallait aussi réamorcer la pompe. Alors, on a importé des œufs de partout. On a importé des œufs d'Écosse, on allait les chercher à Paris, ils venaient en avion, du Québec. Et ça a été une grande aventure. On a monté une pisciculture à proximité, mais au départ c'était du rustique, c'était des bacs d'alvinage en métal, c'était vraiment du rustique. On faisait vraiment ça avec nos petites mains. Et donc pendant des années on a commencé à faire ça, et puis on alvinait, une fois qu'on avait les alvins on les remettait, et puis on attendait que ça revienne.
Après, on allait faire des pêches électriques au pied des barrages. Et quand j'ai pris le premier saumon, manque de peau, c'était un mâle. Pour le faire reproduire, s'il n'y a pas la femelle, c'est un peu compliqué. Mais ce premier saumon, pour moi, il avait une valeur exceptionnelle. Et donc, petit à petit, comme ça, on a réussi à en faire revenir quelques-uns. Et puis, mais c'était des petits saumons qui revenaient, ça nous posait souci. Jusqu'à ce qu'on découvre que sur la Loire, finalement, ils avaient des saumons encore qui avaient à peu près la même taille que mon saumon qui était sur la grotte, là, le 1,05 m. C'est un saumon qui passait plusieurs années en mer et qui revenait. Donc on s'est dit, on va aller acheter des saumons sur la Loire. Alors heureusement, j'avais mon réseau de pêcheurs professionnels qui se connaissent tous au niveau national. Donc on a été discuter avec les pêcheurs professionnels de la Loire, et pendant des années, je suis allé racheter des saumons vivants sur la Loire, je les endormais. On avait monté un camion aquarium dans le parc de Chambord, vous savez, au milieu des biches, des cerfs et des sangliers, au pied du château de Chambord, c'était magique. Et donc on avait nos saumons, on les endormait, et après on les ramenait ici dans des tuyaux en plastique, le saumon il dormait, on les remettait dans notre pisciculture, et puis après on les faisait pondre. Et il y a encore à côté d'ici la pisciculture de Castel, dans laquelle il y a toutes ces saumons qui maintenant sont issus de souches de la Loire. C'est-à-dire qu'en gros, les gens de la Loire nous ont aidés à restaurer le saumon sur la Dordogne. Alors on galère encore, parce que il y a en gros maintenant entre 600 et 1000 saumons qui remontent chaque année, mais on a toujours des problèmes, parce qu'ils remontent mal dans les passes à poissons, parce qu'on en capture à l'aval, enfin bref. Mais enfin, la pompe est un peu réamorcée quand même, donc on n'est pas désespéré. Et le saumon, de temps en temps, il s'en prend un. Alors si on est à côté, on peut le goûter, ça arrive. Mais c'est normal, j'ai l'impression de les avoir tous fécondés, donc je peux de temps en temps en manger un. Mais bon, c'est la vie. Et du coup, le paysage qui se rattache à la Dordogne, et surtout pour vous, qu'est-ce que c'est que le patrimoine de la Dordogne? Il a fallu qu'on explique ça, mais c'est dur à rationaliser. Quand vous savez que la Dordogne, on a réussi. Qu'est-ce qui fait que le tout, c'est beau? C'est pas parce que vous mettez plusieurs choses belles autour de la table que tout est beau. Mais là, il y a une espèce d'équilibre où l'art de vivre prend toute sa place. Et c'est peut-être ça, finalement, qui est le plus important. C'est cette espèce d'équilibre qu'il y a entre des paysages qui évoluent, pas toujours dans le bon sens, entre un patrimoine, et puis surtout cette espèce d'art de vivre où on est encore à l'abri des excès, on est encore... il y a encore une convivialité, il y a encore un rapport au rural qui est important. Alors bien sûr, il y a des touristes, bien sûr, mais à la limite, tant mieux. Tant mieux, moi j'aime bien voir du monde sur une rivière. Une rivière, elle vit s'il y a du monde dessus. Et on a l'énorme chance qu'on puisse encore se baigner partout dans la rivière. La qualité bactériologique est encore bonne. Donc, mais vous vous rendez compte le plaisir que ces touristes-là ont. Ils louent un canoë quelque part, ils descendent, ils voient un banc de gravier, ils s'arrêtent, ils ont l'impression d'être Robinson Crusoe. C'est ça, l'art de vivre. C'est s'arrêter, c'est pique-niquer, c'est courir après une grenouille, c'est des détails, mais c'est pas pour rien qu'ils viennent d'ailleurs. On est un peu la cour de récréation de l'Europe du Nord, et parce qu'ils ont pu tout ça chez eux. Ils ont pu tout ça. Et donc de fait, s'arrêter sur un îlot, il y a un peu de végétation, les amoureux sont ravis, tout le monde s'amuse à sa manière avec la rivière. Il y a des gens qui descendent, ils construisent des radeaux absolument invraisemblables. L'année dernière, j'ai même vu un radeau à 3 étages. Et ils étaient 25 dessus, c'était surréaliste. Mais il y en a qui descendent simplement les fesses dans une bouée en plastique, un pneu. Il y en a d'autres, c'est sur des canots, sur des barques. On trouve de tout. Et c'est bien. Utiliser la rivière, c'est quand elle vit, quand on l'utilise, que c'est bien. Et puis alors, il y a des pêcheurs. Il y a des pêcheurs professionnels, il y a des pêcheurs à la ligne, il y a des braconniers, il y a de tout, c'est bien. C'est ça la rivière, c'est ça la mienne du moins. Là-haut c'est un torrent, ici c'est une rivière, en bas c'est un fleuve, vous vous rendez compte, il y a de tout. Il manque rien, il y a de l'esturgeon, on a même des phoques qui sont remontés, ça doit être agréable. Un jour on a trouvé un phoque sur l'Ise, et on en a trouvé un qui venait jouer sur le barrage de Bergerac. J'ai dit ça y est, c'est magique. Maintenant on a des loups dans le Cantal,
Il y a des mouflons, il y a des chamois, il y a des loutres. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La Dordogne, elle est jumelée avec la rivière Jacques-Cartier au Québec. Et on a engagé les opérations de restauration du saumon ensemble. Donc on échange régulièrement avec le Québec. Mais bon, moi je ne suis pas forcément dépaysé quand je vais là-bas. Ils ont les mêmes choses que nous. Ils sont un peu plus froids, un peu moins. Enfin bon, on a vraiment cette chance-là d'avoir encore un milieu qui fait envie, dans lequel on peut faire des tas de choses. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, hein? 1978, ça doit faire, je sais pas, moi, depuis plus de 30 ans, non? Et c'est quel changement vous avez vu ici? Des changements, il y en a, des changements dans les pratiques culturelles, parce que maintenant, par exemple, il n'y a plus de tabac, il y a de plus en plus de maïs, on plante de plus en plus de noyers. Mais du changement réel, il n'y a pas eu de révolution. Les paysages se ferment un peu. Mais c'est du changement certainement assez insidieux. Bon, si la maïsiculture s'est beaucoup développée, ça c'est clair, donc des paysages qui se ferment un peu, c'est moins diversifié, mais ça reste encore des paysages très attractifs et encore plutôt sympathiques, quoi. C'est pas la Beauce. Et puis en plus, l'énorme avantage, vous faites... Bon, moi j'habite ici, on va dans le Lot, ça y est, c'est plus les mêmes paysages, puisque vous avez du causse avec du calcaire, peu de végétation ou une végétation plus éparse, plus petite. Après, dès que vous êtes à Collonges-la-Rouge, c'est des villages superbes. Et après, vous rentrez dans les villages de montagne avec du granit, avec tout ça. Enfin, rien qu'en descendant, quoi que vous vouliez faire, vous pouvez vous intéresser à l'urbanisme, vous allez avoir une diversification totale. À la forêt, vous n'aurez pas les mêmes en haut et en bas. Aux poissons, vous n'avez pas les mêmes en haut et en bas. Enfin, vous pouvez voyager en faisant peu de kilomètres. Vous changerez de paysage, vous changerez de mentalité, vous arrivez dans le Bordelais, enfin dans la partie aval, ben ça y est, c'est des vignes, on y boit bien et on y mange bien. Enfin, c'est quand même en raccourci une zone géographique où on peut vraiment avoir à peu près de tout. C'est pour ça que je vous parlais d'art de vivre, parce que c'est un peu ça. Vous faites maintenant en plus il y a l'autoroute, ça c'est un des grands changements qu'il y a eu. Vous faites 2h30 dans un sens, vous êtes au ski, vous faites 2h30 dans l'autre sens, vous êtes à Royan au bord de la mer, quoi, très pratiquement. Donc c'est pas... ça aussi, ça a beaucoup changé. Et le ski? J'ai l'impression qu'il y a un schisme en fait entre l'aval et l'amont. Quand on remonte, après il y a pas mal d'anciens qui sont nostalgiques d'une rivière poissonneuse qui était plus accessible aux Oui. vivants. Sur les sangs d'aval, il y a quand même un art de vivre qui reste beaucoup plus présent, qui est en amont, qui est plus axé sur la nostalgie et le passé. Aussi dû à l'hydroélectricité. Oui et non. Vous savez, quand vous discutez avec les gens, ils ont tous, autrefois, ils pêchaient tous l'écrevisse à la main. Tout le monde va vous raconter ça. Il y avait plus de poissons, il y avait plus de tout. Vous savez, ça c'est le mythe de l'abondance passée. Moi, je vous dirais que il y a certainement du vrai. Les pollutions augmentent un peu, il y a des phénomènes parfois insidieux qui peuvent être problématiques. C'est vrai que l'intensification de l'agriculture a beaucoup nui à la qualité des milieux. Mais moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il n'y a plus de poissons. Sur la partie haute, entre Argentat et Beaulieu par exemple, c'est encore un des hauts lieux de la pêche à la truite et à l'ombre. Et ils en prennent. Il y a même beaucoup plus de pêcheurs qu'il y en avait avant. Donc des fois, on ne sait pas si c'est l'intensité de la pêche qui fait que les gens en prennent moins ou... Enfin, moi, si vous voulez, je suis extrêmement prudent quant à cautionner scientifiquement des appréciations ou des perceptions. Parce que les gens qui disent ça sont souvent des personnes âgées. Il y a le mythe de l'abondance passée. Je m'en méfie un peu. Parce que vous prenez par exemple à bord les orgues, vous avez visité le musée de la tannerie,
La flotte à bord les orgues devait être sacrément dégueulasse parce qu'une tannerie, on ne peut pas dire que ça soit très respectueux de l'environnement. Il n'y a plus de tannerie. À bord les orgues, il y avait des fabriques de batteries aussi. Les rejets ne sont pas non plus très, très sympathiques. Il y avait aussi, on ramassait l'uranium aussi, un peu plus haut. Bon. Enfin, il y a des tas de pratiques qui se sont arrêtées. Les rivières de Bretagne, pour revenir à elles, pareil, il y avait aussi de la tannerie, il y avait de la rouisserie, il y avait des tas de choses comme ça. Les rivières étaient certainement beaucoup plus sales qu'elles le sont aujourd'hui. Alors, est-ce que l'abondance passée est réelle ou mythique ? Moi, je prends ça avec quand même du recul, même si je reste objectif. C'est-à-dire qu'on a quand même les teneurs en nitrate qui augmentent, les teneurs en phosphore qui augmentent. On a des micropolluants qu'on n'avait pas avant, c'est vrai. Il n'est pas question de nier cette réalité d'une dégradation progressive. On a des pesticides qu'on avait moins, en moindre abondance. On a de l'arrivée massive de molécules qui nous posent quand même des soucis. Ceci étant, moi je reste quand même relativement prudent quant à porter un diagnostic sur il y en avait beaucoup plus avant ou il y en avait beaucoup moins avant. C'est vrai que les barrages ont considérablement modifié tout. On a des débits qui sont artificialisés, on a des variations de débit maintenant qui ont été très nocifs, sur lesquels on essaye de travailler pour limiter ces éclusés, qui ont fait beaucoup de mal aux poissons. Les barrages de l'aval qui ont bloqué les migrations, veut pas. Et ça, on a retrouvé quand même des traces où il se prenait énormément de saumons et de poissons migrateurs sur la partie amont. Aujourd'hui, il s'en prend largement moins. Donc ça, c'est des vraies réalités physiques, ça. Là, cette année, par exemple, les barrages avec des variations de débit nous ont pratiquement saboté toute la reproduction des brochets dans la partie aval, parce qu'il y a eu des éclusés au moment où les brochets se reproduisaient. Bon, ça, c'est des réalités. Bon, ceci étant, pour arriver à le chiffrer, pour arriver à cautionner c'était réellement mieux avant, j'en sais rien. C'est vrai que les choses changent, il y a moins de crues, les barrages ont régulé la rivière. Bon. Et même vis-à-vis de l'écoulement des sédiments, par exemple, comme ils sont bloqués dans les installations hydroélectriques, est-ce que ça pose pas un risque sur le long terme, après pour les justement qui s'en avalent et par rapport à la richesse des sédiments ? Si, c'est vrai que les barrages ont modifié tout le transit sédimentaire, ça c'est sûr. Mais ce qui a surtout modifié le transit sédimentaire, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est les extractions de gravier, qui là ont été à ce point intenses qu'on a complètement modifié tout le transit sédimentaire dans la vallée. Et ça, c'est important, parce que si on a de l'eau aujourd'hui qui est propre, en partie, c'est parce qu'on a cette épaisseur de gravier qui joue un rôle important de filtre sur tous les radiers que vous avez sur la Dordogne. Quand l'eau passe dans toutes ces masses graveleuses, ça joue le rôle d'une véritable station d'épuration. C'est ce qu'on appelle l'auto-épuration, qui marche relativement bien sur la Dordogne. Et ma foi, c'est vrai que si vous retirez le gravier, l'auto-épuration marche moins. Bon, ceci étant, la rivière reprend quand même du gravier sur ses berges, elle les effondre, et ma foi, grand bien lui fasse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Que pensez-vous des mesures compensatoires de EDF Quelles mesures compensatoires ? La restauration de sites de gravières, par exemple, ou d'autres types de... Ah ben, si vous voulez, ça je ne peux en penser que du bien, c'est-à-dire que EDF, en fait c'est nous qui avons porté ces projets de réaménagement de bras morts et de réhabilitation de sites de gravières. Si c'est Vérignac que vous évoquez, c'est bien de ça qu'il s'agit. Oui, il y en a aussi plus en amont. Il y en a aussi plus en amont où on a réouvert des bras morts. Alors pourquoi a-t-on réouvert des bras morts ? Tout simplement parce que c'est le lit et donc beaucoup de bras morts se sont trouvés à sec ou un peu suspendus. Les variations de débit de la rivière aggravent encore la situation. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, EDF s'est associé avec nous et on a créé une association qui s'appelait aussi l'IBD. Mais ce coup-là, vous voyez, je vous ai parlé du premier IBD qui était l'Institut d'études et de recherche sur le bassin de la Dordogne, et la deuxième association s'appelle Initiative Biosphère Dordogne.
Et donc EDF met de l'argent, nous on met de l'ingénierie, et on a réhabilité un certain nombre de sites. Je ne peux qu'en penser du bien, c'est-à-dire que le bras mort, on le recreuse de manière à ce qu'il soit en lien continu avec la rivière. L'ancienne extraction de gravier, on l'a démantelée, et on a redonné à cette zone qui fait plusieurs hectares la possibilité d'être en lien direct là aussi avec la rivière. Donc oui, on essaye de redonner finalement un peu de naturalité à tous ces sites, et malheureusement ça coûte très cher. Et je ne sais pas si ça pourra durer. Donc voilà, c'est important d'essayer quand on... Mais vous savez, c'est difficile aussi à justifier, parce qu'on parle souvent de services écosystémiques, mais quand on discute avec les gens, ils nous reprochent souvent d'investir des sommes importantes pour quelques libellules. Et pourtant, on a vraiment l'impression, non pas d'investir pour les libellules, mais d'investir pour le bonheur des gens, en redonnant de la naturalité à une rivière qui est quand même, qu'on le veuille ou non, le fonds de commerce de tout ce secteur géographique. Si la Dordogne n'avait pas cette réputation de qualité, si on ne pouvait pas y avoir toutes ces activités, si on n'y vivait pas bien, on ne serait pas aussi attractif au niveau touristique, il n'y aurait pas autant d'envie de vivre là. Donc en essayant de compenser toutes ces dégradations, voire même de les restaurer, eh bien on a l'impression de contribuer au bonheur des gens. On en a même la certitude. Mais ce n'est pas facile à expliquer. Qu'il faut investir finalement pour résorber les dégâts du passé et pour préparer les dégâts de l'avenir, si je puis dire, en essayant de redonner à ces milieux une capacité de résilience, une capacité de résistance aux dégradations. Vous pensez quoi de la qualité de l'eau de la Dordogne ? La qualité de l'eau de la Dordogne, on la suit depuis maintenant 30 ans, donc elle est encore d'un bon niveau de qualité, mais c'est toujours le problème. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, quand on regarde les analyses, c'est mieux que la Bretagne, c'est vrai. C'est mieux que la Seine, c'est vrai aussi. Mais quelque part, quand on regarde les tendances, eh bien, on voit quand même une tendance à l'aggravation, du moins sur un certain nombre de paramètres. Alors, oui, une tendance à la dégradation, mais à un niveau de qualité qui reste encore bon. Alors, du coup, on a du mal à tenir le débat, parce qu'on nous dit, tant que c'est pas grave, je vois pas pourquoi on investirait pour faire plus ou mieux. Et nous, on leur dit, c'est maintenant qu'il faut investir, parce que après, ça coûtera beaucoup trop cher, ou plus cher, ou on n'aura plus les moyens. Donc, maintenir un bon niveau de qualité, ça coûte moins cher que restaurer une qualité quand elle a été dégradée. Parce qu'en général, on n'y arrive pas. Je pense que Chirac voulait se baigner dans la Seine, il n'y est toujours pas allé. Et je ne pense pas qu'ils aient envie d'y aller. Donc, oui, on investit, on essaye de convaincre les élus d'investir sur le maintien de ce niveau de qualité qui est encore bon. On peut se baigner encore dans la Dordogne. Il y a peu de rivières en France, ni même en Europe, où on peut se baigner en toute liberté d'Argentat au bec d'Ambèze. Vous vous rendez compte ? Vous vous arrêtez, vous vous baignez, vous risquez rien. Ça vaut de l'or, ça, maintenant. Moi, je viens d'être grand-père et je peux vous garantir que j'ai envie de me battre pour que ma petite fille puisse continuer à se baigner dans des rivières sans risquer de choper une gastro-entérite, une otite ou que sais-je encore. L'investissement que l'on fait se fait avec les agences de l'eau, beaucoup, qui sont là pour ça, mais ça se fait avec les départements, jusque dans un passé récent, avec les régions, avec les fonds européens. On passe notre temps à essayer de faire des tours de table financiers. C'est les figures imposées pour réussir à investir sur l'environnement. C'est dur d'expliquer qu'un investissement sur l'environnement est rentable, parce qu'il est rentable toujours à moyen et à long terme. Or, on est plutôt sur des réactions à court terme. Vous le vivez matin, midi et soir. Et donc, oui, notre investissement, c'est sur le long terme, oui. Et il faut investir sur l'environnement sur le long terme. J'entendais Nicolas Hulot qui ce matin disait à la radio que l'environnement c'était
supra-politique ou infra-politique. C'est-à-dire qu'en gros, ça doit dépasser tous les clivages, ça doit être anticipé. Oui, il a raison là-dessus. Mais c'est dur à expliquer, c'est dur à argumenter, c'est dur à justifier, parce que les priorités sont toujours ailleurs. Et quand ça va pas trop mal, on a tendance à ne pas vouloir investir. Vous savez, il y a un vieux proverbe, je ne sais pas s'il est québécois ou autre, ou si c'est Lao Tse, mais peu importe. On dit il faut que ça aille mal pour que ça aille mieux. Bah oui, c'est malheureux. Il faut attendre qu'on ait une crue pour qu'on investisse sur les inondations. Il faut attendre qu'on ait une grosse pollution pour qu'on investisse sur l'épuration. Et ça, c'est extrêmement pénible à vivre. Alors oui, on travaille, nous, pour le bonheur national brut, plus que pour le produit national brut, mais tant pis. Moi, c'est mon job. Et c'est aussi ma passion. Et du coup, vous avez parlé de la Dordogne, mais quelle est la place des affluents, justement, par rapport à la... Quand je parle de la Dordogne, moi, je parle du bassin de la Dordogne. Donc, il n'y a aucun... je ne fais pas de distinguo. Alors, bien sûr, la Dordogne, c'est la plus célèbre. Mais la Vézère, avec la vallée de la préhistoire, elle est plus petite. L'Isle, mais non, c'est le bassin de la Dordogne, moi, qui me préoccupe. C'est pas, même si je reconnais avoir une affection particulière pour la Dordogne, parce que j'y habite, j'y vis, donc elle est côté. Il y a des changements significatifs en termes de paysage entre les affluents et la Dordogne ou Non, c'est pareil, c'est pareil. Alors il y a des zones qui s'urbanisent plus que d'autres. C'est vrai que sur l'Isle, il y a plus d'urbanisation, mais bon, on n'est quand même pas encore une zone géographique très urbaine. C'est même d'ailleurs un souci. On est une cour de récréation pour le tourisme, mais on ne peut pas dire qu'on soit une zone où les choses se développent de façon très forte, quoi. Alors, oui, on a des offices du tourisme qui se regroupent à grande échelle. On a ce qu'on appelle un contrat de destination qu'on gère à Épidore, qui est une sorte d'appel à une valorisation de notre image de marque. Mais c'est dommage ce que je vais vous dire, mais le tourisme est ce qui sert d'argument prioritaire chez beaucoup d'élus ou de développeurs. On n'est pas au Bhoutan où ils ont inscrit le bonheur national brut dans la Constitution, et c'est dommage. Il nous faut une rentabilité. Alors le tourisme, il se trouve que c'est notre rentabilité. L'agriculture, un petit peu aussi, mais moins. Mais le reste, on a du mal à faire investir les gens sur l'environnement pour garder un environnement pour les générations futures. Donc c'est dommage. Vous entendez ça plutôt comme un argument? Donc nous on l'utilise comme un argument, oui. Investir justement à faire de l'environnement pour le pays du tourisme. C'est ça. Le tourisme devient un argument. C'est-à-dire la cause environnementale ne se suffit pratiquement pas à elle-même par les temps qui courent, où il y a des crises économiques, il y a du chômage, il y a tout ça. Donc du coup, on utilise les arguments que l'on a, mais c'est pas facile à... Voilà. Donc pour vous, comment elle est valorisée, du coup, la Dordogne? Mais à part tous les usages de l'eau, la Dordogne, on s'y baigne, on la pêche, on la pompe, on la regarde, on y fait du bateau, il y a une quinzaine d'usages liés à l'eau. On la pompe pour l'eau potable, on la pompe pour l'agriculture, elle sert de réceptacle aussi pour des rejets, les rejets urbains, les rejets industriels, elle produit de l'énergie, il y a 17 usages de l'eau au moins. Donc s'il n'y avait pas la Dordogne, il n'y aurait pas tous les usages, il n'y aurait pas l'économie. Donc oui, elle sert à tout le monde. Mais justement, il faut que pour qu'elle continue à servir à tout le monde, il ne faut pas que les usages des uns
perturbe les usages des autres. Et nous, on est au milieu de cet équilibre-là. Et justement, alors comment est-ce que ça fonctionne bien toutes les structures participatives qui s'installent est-ce que vous pouvez rappeler depuis quand elles ont été mises en place dans le bassin versant? Nous, on a commencé en 1991 avec la création d'Épidore et l'élaboration de la charte Dordogne. C'est-à-dire que ça a été la plus grosse concertation qui a jamais été mise en place sur un fleuve. Il y a plus de 3000 personnes qui ont participé à l'élaboration de la charte, qui était une sorte d'énorme concertation pour savoir ce qu'on voulait faire avec la rivière. Donc depuis 92, on n'a jamais arrêté, 91-92, on n'a jamais arrêté de se concerter à des échelons divers. Alors ça, c'était pour Épidore, mais depuis, il y a 4 schémas d'aménagement et de gestion des eaux sur le bassin de la Dordogne, donc avec 4 commissions locales de l'eau, et de la concertation, on en fait en continu. Ça a été un peu d'ailleurs notre image de marque ici. Faire les choses avec les gens plutôt que de les faire contre les gens. Réfléchir avant de décider. Oui, on est sur ce double pilier à la fois de la concertation, de l'analyse scientifique objectivée, c'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est de mettre à plat les choses de manière à ce que les gens puissent décider de leur avenir en toute connaissance de cause. C'est un peu l'objectif prioritaire d'Épidore, ça. Objectiver les débats, c'est vraiment notre tasse de thé. Et puis, mettre les gens autour de la table, et puis après, le troisième pilier, c'est le pilier réglementaire. Après, Et bien sûr, après, la recherche de financement, la mobilisation, la motivation des gens. Vous savez, il y a 2 types d'informations. Il y a l'information qu'on transmet au moment des débats sur un projet donné. C'est-à-dire, en gros, on travaille sur une station d'épuration, on travaille sur, je ne sais pas quoi, un projet de développement. Bon, ça, c'est de l'information qu'on va sélectionner pour argumenter. Et puis, il y a l'espèce de communication générique mais là, elle se fait à différents niveaux. C'est les sites internet, c'est tous les rapports qu'on met en ligne, c'est la bibliographie qu'on stocke, c'est les interventions un peu partout quand on nous les demande. C'est tout ça. Mais il n'y a pas de communication à proprement parler. Et est-ce que vous êtes satisfait du public que vous arrivez à rassembler dans les sages dans les sages, vous rassemblez principalement des élus et des représentants d'associations c'est toujours un peu les mêmes, oui. C'est bien le problème de la concertation institutionnelle, c'est qu'en gros, on arrive à ne rassembler toujours que ceux qui s'intéressent à l'eau et ça reste des cercles un peu fermés. C'est pour ça que nous, on essaye d'ouvrir un peu. Lorsqu'on a des opérations spécifiques, par exemple sur le renouvellement des concessions hydroélectriques, on a fait par exemple beaucoup d'apéro-débats. Donc on est allé chez Maryse, on a fait une grosse réunion, on a invité tout le monde et on fait un débat sur l'avenir de la rivière avec les gens qui ont envie de venir boire un coup avec nous. Ce qu'on veut, c'est vraiment partager avec les gens cette espèce de passion qu'on a pour le bassin, mais en restant toujours rigoureux au niveau scientifique. C'est-à-dire, en gros, on ne veut pas être critiquable du tout sur un emportement dans une direction qui ne serait pas maîtrisable, quoi. Donc on essaye vraiment toujours d'argumenter avec des éléments biologiques, techniques, hydrauliques. C'est pour ça qu'à Épidore, on a tous ces métiers, parce que ça nous amène à, quand on rentre dans une conversation, on y rentre avec tous les points de vue, puisque la gestion de l'eau, ça fait appel quand même à plein de métiers, et on ne les gère pas uniquement avec un seul point de vue. Voilà. Et là, par exemple, les prochains sages, ils ont lieu où, comment On a un sage sur la Haute-Dordogne, un sur la basse Dordogne, un sur la Vézère et un sur l'Isle. Enfin, les comités de... Commission locale de l'eau. Les commissions locales de l'eau, elles se réunissent... Elles se réunissent autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire plusieurs fois par an, oui. Mais ça demande un gros travail en amont, parce que on ne la réunit pas pour la réunir, on la réunit parce qu'il y a un sujet. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme sujet
cette année? Là, pour l'instant, on est dans le démarrage, on est sur l'état des lieux. Donc, en fait, on travaille beaucoup au niveau technique, on fait un état des lieux, on va le débattre avec la clé, voir si les gens le partagent. Mais cet état des lieux, on le décline territorialement, on le décline sur des thématiques, la quantité d'eau, la qualité de l'eau, les milieux naturels, etc. Voilà. D'accord. Vous m'avez épuisé. Et en fait, vous avez parlé des avantages au niveau de la Dordogne tout à l'heure. Et en fait, vous avez aussi parlé de changement depuis ce temps-là. Et la Dordogne, maintenant, est-ce que en fait, ça apporte toujours des avantages pour le territoire ou il y a aussi des inconvénients? Moi, j'allais dire non. Je vois pas quel inconvénient peut amener un cours d'eau sur un territoire. Il ne peut amener que des avantages. Sauf que, après, on peut parler, par exemple, l'inconvénient, c'est s'il était pollué. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus avoir les usages. L'inconvénient, de temps en temps, c'est quand il y a une inondation. On n'en a pas beaucoup parlé, mais l'inondation, c'est un phénomène naturel. La crue a toujours été un phénomène naturel. Là où ça devient un problème, c'est quand on a construit en zone inondable. Mais ce n'est pas de la faute à la rivière. C'est de la faute de ceux qui ont construit en zone inondable. Donc dire que la rivière est un inconvénient, ou pourrait amener des inconvénients, alors qu'on a construit en zone inondable, ne me paraît pas complètement logique. Alors, voilà. J'ai tendance à dire qu'une rivière dans un territoire, c'est une source de richesse, c'est une source de plaisir, une source de bonheur. Ça n'a que des avantages. Que des avantages. C'est pas un hasard si toutes les populations, historiquement et sur toute la planète, se sont toujours implantées sur les bordures de cours d'eau. On a besoin d'eau pour vivre. On a besoin d'eau pour se déplacer. On a besoin d'eau pour boire, pour produire. On a besoin d'eau. Bon, donc... Je dis où le littoral? Oui. C'est les cours d'eau ou les littoraux. Donc non, il n'y a pas d'inconvénients. Les inconvénients, c'est quand on n'a pas fonctionné avec du GBS. Vous savez ce que c'est que le GBS? C'est le gros bon sens. Quand on n'a pas respecté le gros bon sens, c'est-à-dire qu'on a construit en zone inondable, qu'on a construit des choses qui ne tiennent pas, qui n'intègrent pas le milieu, eh bien là oui, on peut subir quelques inconvénients, du moins ce qu'on appelle des inconvénients. Mais en toute logique, on ne devrait pas. Alors effectivement, après, on a fait tellement de perturbations au niveau planétaire qu'on risque d'être amené à subir les effets de certaines évolutions. On risque d'avoir un peu plus d'inondations, un peu plus de sécheresse, un peu plus d'embêtement, oui. Mais ça, c'est nous qui l'avons cherché. Je veux dire, le changement climatique, la planète, elle s'en fiche. Mais c'est nous qui, à un moment donné, ne nous en ficherons pas. Les habitants des Maldives ne s'en moquent pas, les habitants du littoral aquitain non plus. Donc, mais globalement, c'est pas la faute à la nature, c'est toujours la faute à des erreurs d'appréciation que l'on fait quant à la manière dont on s'installe dedans. Alors maintenant, il va falloir vivre avec ces inconvénients, c'est-à-dire en gros, apprendre à vivre avec les crues. Alors on peut se protéger, on peut s'écarter, on peut faire plein de choses. Et comment l'homme et la biosphère, comment est-ce que vous la présentez? Enfin, j'ai pas lu le dossier, votre dossier sur de présentation de l'homme et de la biosphère. De l'UNESCO? Oui. Ah ben on le présente comme on le sent, c'est-à-dire on est sur un territoire avec une grande diversité, avec énormément de patrimoine naturel et bâti et urbain, avec un art de vivre qui s'est parfaitement adapté à la réalité de ces territoires. C'est un lien très fort qu'il y a entre les habitants et le territoire. Et ça, ma foi, ce lien-là n'a pas été encore perdu dans le bassin de la Dordogne. Et c'est ce qui fait qu'on a eu cette reconnaissance UNESCO. On l'a eu aussi parce qu'on a su montrer que la consultation des populations, c'était pas un vain mot chez nous, et que franchement, on avait envie
Et on réussissait assez bien à réunir toujours les gens de l'amont et les gens de l'aval, ne serait-ce qu'au sein du conseil d'administration d'Épidore, où j'ai les gens du Puy-de-Dôme qui discutent régulièrement avec les gens de la Gironde. Donc c'est tout ça qu'on a montré. Et c'est tout ça qui a été reconnu par l'UNESCO. Bon, on a quand même posé la question un peu partout. Bon, les personnes qu'on a interviewées, elles ne se sentent pas encore Certes. être des hommes de la biosphère. Non. Non, parce que c'est un concept qui est difficile à expliquer. L'UNESCO, c'est une structure qui dépendait de l'ONU et qui développe des concepts. Très bien. Mais aller expliquer à un indigène, je me considère étant maintenant un indigène, qu'on illustre parfaitement un concept, c'est difficile. Moi, je serais tenté de dire que Maryse, puisque vous l'avez rencontré, illustre parfaitement ce concept. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu de convivialité autour de la pêche, c'est-à-dire d'un lien très étroit entre les hommes et la rivière, que chez Maryse, on discute de l'impact des barrages, que chez Maryse, on va chercher de l'information, c'est-à-dire que c'est des lieux authentiques qui illustrent parfaitement ce que c'est que ce lien entre l'homme et la biosphère. Et donc, de fait, mais si vous demandez aux gens qui fréquentent le bar d'expliquer en quoi ils méritent de l'UNESCO, c'est presque normal qu'ils l'ignorent. Donc, du coup, mais c'est pas grave non plus, puisque c'est une reconnaissance. On reconnaît que notre mode de vie, notre mode de fonctionnement illustre parfaitement les concepts qui sont développés par l'UNESCO. Ben, tant mieux. Mais une fois que c'est reconnu, nous on essaye d'expliquer, de partager, parce que c'est presque plus ça que l'on fait maintenant. C'est partager avec les gens j'allais dire la fierté d'avoir été reconnu par l'UNESCO. Mais qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Ben, continuez à être vous-même, continuez à attacher de l'importance à votre rivière, continuez à faire un peu attention à votre environnement, et puis on continuera tous ensemble à mériter d'être reconnus comme étant un territoire d'exception. Voilà, donc, mais qu'ils ne le sachent pas, c'est pas foncièrement grave. On essaye de leur faire partager ça, mais ils sont nombreux. Il y a 1 million d'habitants sur le bassin versant. On a du mal à les contacter. On informe, on fait passer de l'information, mais de là à ce que chaque personne qui est un acteur implicite sans le savoir, vous savez, il y a plein de gens qui sont biosphères, entre guillemets, puisqu'on décline. Nous, ça, je suis biosphère, tu es biosphère, il est biosphère, nous sommes tous biosphères. Bon, très bien. On essaye de le décliner, mais les gens sont biosphères sans le savoir. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils le soient. D'accord. Voilà. Merci. Je suis épuisé.